Trade Republic, c'est la première plateforme d'épargne en Europe. Et il se trouve que mon troisième client en tant que consultant, ça a été Trade Republic en fait. Je me suis engagé à 1000% dedans. Il faut qu'on change la manière dont on s'occupe de notre argent, de faire de l'éducation financière. Alors la première chose qui choque l'Europe entière, c'est le livret A. Ça n'existe qu'en France. Donc le livret A avec son rendement net d'impôt élevé est un problème culturel. La mission de Trade Republic, c'est de démocratiser l'acquisition de richesses, grossir l'argent des gens. On lève 900 millions de dollars, on lance l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas. On relève 250 millions en mai 2022. On lance 12 pays supplémentaires pour être présent dans 17 marchés. Et en janvier 2024, on a lancé notre carte Visa Miroir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Bacchino, le directeur Europe de Trade Republic. Bonjour Mathias, comment vas-tu ? Bonjour Axel, merci de me recevoir et très heureux de te retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu depuis Berlin. Exactement, on s'était vu à Berlin pour en fait, visiter les locaux de Trade Republic. Donc Trade Republic, j'imagine, toujours à Berlin, dans ces nouveaux locaux. Comment ça se passe, l'équipe, etc. Est-ce que ça se développe bien là-bas ? Ah oui, là, on a... c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une période de forte croissance. Et donc, les équipes... Moi, je suis rentré avant-hier de Berlin et les équipes sont, on pourrait dire, à fond, quoi. Enfin, un chapeau de roue, quoi. Ouais, c'est vraiment... Il y a une dynamique très excitante et beaucoup de focus aussi parce que au fur et à mesure qu'on grossit, quand on s'occupe de l'épargne de plusieurs millions d'Européens, il y a un sentiment de responsabilité aussi qui est de plus en plus fort, je pense, dans les équipes. Donc, c'est une période passionnante, ouais. On a d'un côté beaucoup de croissance, de l'autre beaucoup de projets. Et donc, c'est à la fois, si tu veux, c'est un sentiment qui est difficile parce qu'on est à la fois fier et heureux du chemin parcouru, de ce qu'on a accompli déjà, de l'impact qu'on a. Et en même temps, sous pression. Et très excité aussi par ce qui arrive, si tu veux. Donc, il faut garder la tête froide. Et on a la chance d'avoir une équipe très collective. C'est plus un pack de rugby, si tu veux, qu'une équipe cycliste, quoi. D'accord, je vois. Voilà. Alors du coup, c'est vrai qu'on n'a pas présenté Trade Republic, mais en quelques mots, c'est quoi Trade Republic concrètement ? Trade Republic, c'est la première plateforme d'épargne en Europe. C'est une banque allemande qui a construit depuis 5 ans une application mobile qui permet d'investir, d'épargner et aujourd'hui de dépenser. Et qui a créé ce que moi j'appelle le OS, l'Operating System, pour lutter contre la crise des retraites. Donc on a 4 millions de clients, plus de 35 milliards d'euros d'épargne sous gestion. Et on est devenu en décembre dernier une banque allemande. Et le truc qu'on propose et qui a fait notre succès, en tout cas jusqu'à présent, c'est le fait qu'on est la plus grosse plateforme de plan d'épargne. C'est-à-dire de fait de mettre en place un DCA, une méthode dollar cost average, d'investir des petites sommes tous les mois, principalement dans des ETF, mais aussi des actions, des cryptos. Et là, depuis 3 mois, on a aussi une carte Visa qui est la fameuse carte miroir que vous avez peut-être vue sur Internet et qui est une carte qui a pour principale caractéristique de t'offrir 1% de save back, 1% de ce que tu dépenses qui vient dans ton plan d'épargne gratuitement. Donc, c'est une application mobile avant tout. Ça permet d'investir, ça permet aussi d'épargner puisqu'on est la seule banque en Europe à transférer les 4% de la Banque Centrale Européenne à tous nos clients. Donc, les espèces travaillent aussi chez Trade Republic. Et depuis peu, une banque avec une carte bancaire pour gérer ses dépenses au quotidien et accumuler des avantages. Super, très belle présentation de Trade Republic. Tu connais très bien son produit. Aujourd'hui, du coup, la vision de Trade Republic, tu la décrirais comment ? Du coup, c'est vraiment protéger l'épargnant. Tu dirais que c'est plutôt investir. Tu dirais que c'est préparer sa retraite. Tu mettrais quel mot sur vraiment la vision long terme de Trade Republic ? Là, si tu veux... Ou alors, ça peut être à peu près tout, mais ton phare d'horizon ou le phare d'horizon de l'application, ce serait quoi ? La mission de Trade Republic, c'est de démocratiser l'acquisition de richesses. C'est-à-dire que notre mission en tant que banque, et ça devrait probablement être la mission de toutes les banques, c'est qu'une fois qu'on a apporté le bon niveau de sécurité, qui est pas un élément de mission quand tu es une banque, mais qui est un élément d'accès. C'est-à-dire si tu n'es pas sécurisé, tu ne deviens pas une banque. Donc une fois qu'on a le bon niveau de sécurité, nous, quand je regarde ce qu'on fait, nos produits, nos projets, notre communication, notre seul objectif, c'est de faire grossir l'argent des gens. Et on est probablement la première banque européenne à faire ça pour les classes moyennes et les classes populaires, en rendant l'investissement accessible. Donc, notre objectif, c'est de construire
un écosystème pour ton argent où c'est facile, c'est simple, c'est sécurisé, et ton argent, il grossit. Donc, on n'est pas une plateforme de trading. On est aujourd'hui plus qu'une plateforme d'investissement. On était une plateforme d'investissement, on l'est toujours, mais aujourd'hui, on est une banque avec une carte. Donc, moi, c'est ce que j'appelle un OS, voilà, un operating system, pour que quand tu dépenses, ça te fait épargner quand même. Quand tu épargnes, tu le fais de manière juste, puisqu'il est juste que les particuliers en Europe reçoivent 4% de la Banque Centrale Européenne. Et quand on te propose d'investir, on te propose avant tout de faire des plans d'épargne en ETF, c'est-à-dire probablement aujourd'hui la manière la plus efficace pour le grand public d'investir à long terme. Donc, c'est difficile de décrire ce qu'on fait, parce qu'on est une banque, on est aussi une appli, on est aussi un courtier, on a aussi une carte. Donc, c'est en train de devenir quelque chose de nouveau. C'est ce que moi j'appelle en français un OBNI, c'est-à-dire un objet bancaire non identifié. D'accord, ah, c'est marrant, je ne connaissais pas du tout cette expression. Et du coup, toi, dans tout ça, quel est ton rôle comment dire, quel est ton impact qu'est-ce que tu fais au quotidien au sein de Trade Republic? Donc, moi, je travaille chez Trade Republic depuis un peu plus de 3 ans. Et initialement, j'ai lancé la France. Donc, c'était ce qui était le premier marché, en fait, en dehors de l'Allemagne et de l'Autriche, où le Trade Republic était déjà très fort. Et donc, j'ai lancé la France initialement en 2021. Et puis, de fil en aiguille, j'ai lancé la Belgique. Et puis ensuite, je me suis occupé de la France et du Benelux. Et là, depuis 1 an, je m'occupe d'une équipe qui s'appelle l'équipe Marché. Donc, qui est une équipe de directeurs pays, dont Vincent Grard, par exemple, pour la France. Et cette équipe est en charge de la représentation de Trade Republic dans les 17 marchés où l'on est présent en Europe. Et on est également en charge de la relation avec les créateurs de contenu, partenaires comme toi, et la presse, bien sûr, qui est un gros aspect de mon travail, et aussi un aspect plus discret, mais moins visible du grand public, mais néanmoins essentiel, qui est la dimension d'affaires publiques, donc de relations avec la Commission européenne, les régulateurs, le ministère des Finances, voilà, pour à la fois expliquer notre business model, qui est nouveau, parfois aussi expliquer notre produit, puisque les actions et les ETF fractionnés, c'est quelque chose qu'on a introduit en France. Donc là, en ce moment, d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais la France est en train d'essayer de voter une loi pour permettre aux acteurs français de faire la même chose. Donc tout ça, ça nécessitait des explications. Et c'est mon équipe et moi qui sommes chargés de cette dimension-là. On est aussi chargé de remonter à Berlin les besoins dans les marchés étrangers de la part des clients. Et moi, à titre plus personnel, mon rôle dans tout ça est de plus en plus tu sais, dans les startups, on dit toujours qu'il faut trouver le product market fit, c'est-à-dire la rencontre entre un produit et un marché. Et que quand ton produit il correspond à un besoin sur un marché, bah, c'est ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire la rencontre du produit et du marché. Sauf que notre produit, c'est un produit, c'est-à-dire c'est une plateforme, une banque, mais c'est aussi une nouvelle manière d'épargner pour beaucoup de gens. C'est aussi une nouvelle manière d'investir, c'est aussi une nouvelle manière de dépenser, c'est une nouvelle marque pour beaucoup de gens. Et donc, pour introduire tout ça dans un pays comme la France, par exemple, ou l'Espagne, ou l'Italie, ou la Grèce, ou peu importe, bah, il faut aussi un message. Et mon rôle à moi est de définir ce message pour les marchés internationaux et de ensuite le diffuser avec mon équipe. Ok, d'éduquer, d'expliquer ce que c'est que le DCA, l'investissement de long terme, mettre en garde aussi sur les frais, tout ce qu'il y a dans le domaine de la finance sur lequel les acteurs traditionnels vont plutôt essayer de dire attention, c'est compliqué, ne regardez pas exactement ça, confiez-moi votre argent. L'idée avec Trade Republic, c'est quand même de démocratiser le truc et d'expliquer aux gens vous pouvez prendre en main vos finances et vraiment avoir un contrôle total pour peu de frais, finalement. C'est aussi le but de Trade Republic. En fait, il faut bien comprendre que le contexte dans lequel on est, c'est un contexte qui est un peu similaire à la crise écologique et climatique. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on n'a plus le choix en Europe. Il faut qu'on change la manière dont on s'occupe de notre argent. Si on ne le fait pas, c'est possible, on peut continuer comme ça. Mais si on ne le fait pas, il est inévitable que le continent européen s'appauvrisse par les personnes âgées
à partir de 2040, 2045, selon les études. Parce que le système de protection de retraite qu'on a en Europe va avoir plus de difficultés à fonctionner avec le vieillissement de la population. Et donc, on n'a plus le choix. C'est pour ça que Trade Republic s'est construit, c'est pour ça aussi sans doute qu'on a du succès, c'est parce que les gens, eh bien, leur bon sens leur fait dire que il faut faire quelque chose là. Mhm. Et donc, nous, on est la plateforme qui permet ça. D'accord. Maintenant, je me suis aperçu au fil du temps qu'en fait, ce que je pouvais faire de mieux, et pour notre mission, qui est de démocratiser la richesse et de permettre aux gens de lutter contre la crise des retraites, et pour notre développement commercial aussi, et puis moi, pour le sens que je pouvais prendre aussi dans mon travail, dans mon projet, dans ce pourquoi je fais tout ça, c'est qu'en fait, comme très peu d'acteurs proposent ce qu'on propose et communiquent comme on communique, on peut se permettre de faire de l'éducation financière, vraiment, parce que ça sert aussi nos objectifs commerciaux, puisque des gens en fait plus éclairés sur les sujets d'argent vont avoir tendance à venir chez nous. Parce que ce qu'on propose est très simple, et parce qu'on propose est, je crois, relativement juste. C'est-à-dire dire aux gens de faire du DCA en ETF avec des petites sommes. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, vous allez, j'espère, creuser ce concept, mais dire aux gens de mettre en place un plan d'épargne en ETF, aujourd'hui, à part quelques formateurs en trading qui sont contrariés par notre action, sinon, je crois que l'immense majorité des gens, que ce soit les pouvoirs publics, les économistes, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne chose pour le grand public et que c'est probablement la chose la plus simple qu'on puisse mettre en place, parce que les indices boursiers, c'est quelque chose qui monte à long terme en général, parce que le plan d'épargne, c'est ce qui permet de limiter le risque. Donc, voilà, on dit ça. Ensuite, on rend accessibles les obligations. Bon, investir dans des obligations en direct sans payer de frais autres que 1 euro de frais de courtage quand tu achètes une obligation, je pense pouvoir dire que c'est plutôt une bonne chose pour les gens. Donc voilà, comme on a cette approche-là, on peut se permettre de faire vraiment de l'éducation financière, quasiment de peu parler finalement de Trade Republic. Et puis aujourd'hui, en France aussi, on est beaucoup soutenu par notre communauté. On a énormément de clients en France. Et on a une communauté très forte qui nous soutient beaucoup sur les réseaux. Donc, c'est de l'éducation financière appliquée aux particuliers, très concrète, et qu'on fait pas en tant qu'entreprise. C'est pas Trade Republic qui communique. On n'a pas un site Trade Republic de pédagogie financière. Moi, j'en ai fait pendant 15 ans dans d'autres banques ou d'autres boîtes. Ça ne marche pas. Les gens ne s'intéressent pas. Ouais, quand c'est porté par une marque, c'est pas... T'as toujours une sensation que c'est porté par... c'est un message commercial, quoi. C'est ça. Et donc, ce qui est difficile avec nous, c'est que un message d'éducation financière est aussi un message commercial, puisqu'on est les seuls à proposer ça. Donc, voilà, c'est... Mais c'est aussi ce qui vous arrange. Enfin, en certaine manière, c'est aussi quelque chose qui vous arrange. Ben, ça fonctionne bien, C'est ça fonctionne bien. C'est du win-win. C'est ça. En fait, les gens vont se dire, je veux investir dans du DCA, je veux investir dans des obligations. Qu'est-ce qui me permet de le faire ? Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose sur le marché pour le rendre accessible, facile, simple. Surtout que la plupart des gens, en fait, ils veulent pas avoir un courtier hyper compliqué où ça clignote dans tous les sens. Ils veulent un truc assez simple. Ou en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'avec Trade Republic, vous avez cette mission qui est de faire attention aux biais que d'autres courtiers ont aucun problème à jouer dessus. Le côté de gamifier l'interface, le côté d'avoir du bleu, du vert, le côté aussi un peu social où on se dit la personne elle a tradé aujourd'hui, peut-être qu'il faut que je fasse un trade aussi, peut-être que je vais manquer une opportunité ou tiens, le Bitcoin a pris 5% aujourd'hui et recevoir une petite notification, Bitcoin a pris 5% aujourd'hui, peut-être qu'il faut que j'achète. Avec Trade Republic, comme on n'a pas d'alerte sur ça, on n'a pas une interface qui promeut ça, en fait, le message il est très clair, c'est que l'interface elle est hyper sobre. Et je pense, d'ailleurs, ça a été une critique. Il me semble, à un moment, vous étiez passé d'une période où c'était avec des couleurs, vous êtes passé en noir et blanc. En fait, les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais je comprends pas, toute la partie sympa, jeu de Trade Republic a disparu. Bah oui, en fait, le but, c'est que ce soit, objectif possible. Juste, voilà. C'est ce qu'on essaye de faire, parce que notre objectif est de construire de la confiance avec des dizaines de millions d'Européennes et d'Européens. Trade Republic a levé 1,2 milliard de capital auprès de fonds d'investissement en 2021 et 2022. Et donc, c'est un projet de très grande ampleur. Et donc, notre objectif n'est pas de maximiser nos gains à court terme en tant qu'entreprise. Notre objectif est de construire de la confiance avec des millions
de personnes, des dizaines de millions de personnes. Ouais, vous n'avez pas d'objectif de braquage, quoi. Vous allez construire une image, une marque. Exactement. Et donc, le pari stratégique de long terme des fondateurs de Trade Republic, ça a été de dire personne n'y croit, mais nous, on pense que les classes moyennes, les classes populaires, les jeunes vont se mettre à investir massivement dans les années qui viennent. On pense que la culture de l'épargne, la culture de l'argent, la culture de l'investissement, je ne parle pas de la culture du trading, attention, il ne faut pas confondre, hein, mais la culture de l'optimisation, on va dire, de son argent tout au long de sa vie, on pense que c'est un sujet qui est en train de devenir un sujet de mode de vie, en fait. Un sujet qu'on appelle lifestyle en marketing. Et le fait que les gens intègrent dans leur mode de vie les problématiques liées à l'argent, c'est indispensable, on l'a vu, mais c'est aussi quelque chose qui, pour nous, change la manière de communiquer, très fort. Et donc, on a été les premiers à rentrer sur les réseaux sociaux en 2020 et 2021 en France, pour aussi combattre la présence très forte sur les réseaux d'incitation au trading spéculatif, de beaucoup d'arnaques aussi, mais pas que, de formations plus ou moins bonnes, etc., pour que les gens puissent, en responsabilité, s'éduquer et ensuite prendre leurs propres décisions. Et on s'appelle Trade Republic. Dans la notion de république, c'est pas anodin, il y a la notion de citoyenneté et il y a la notion de responsabilité individuelle aussi, puisque les gens, ils ont le droit de créer des entreprises et de les planter pour certains. Ils ont le droit de conduire des avions, ils ont le droit de faire des enfants et de les élever, ils ont le droit de voter, ils ont le droit de construire des associations, de défendre leurs causes, de manifester, et ils n'auraient pas le droit de choisir comment ils épargnent. Donc, c'est une vision de l'homme aussi qu'on porte. Ça dérange deux choses. Ça dérange l'industrie existante, puisqu'on dit des choses que l'industrie existante ne souhaite pas que les gens sachent. Je le sais, puisque j'en ai fait partie avant, donc je le sais mieux que personne. C'est pas forcément toujours conscient. C'est pas un complot. C'est pas des gens qui, dans une salle, se mettent d'accord pour entuber les Français. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est la nature humaine, tout simplement, qui est compréhensible. Que des gens se battent toute leur vie pour faire une carrière dans une banque ou dans un assureur, ont travaillé énormément, et à un moment donné, n'ont pas envie que leur business, d'un coup, perde 90% de ses revenus. Et donc, malgré eux, quelque part, continuent, et certains s'en persuadent, de défendre des produits financiers avec énormément de frais dedans, de défendre une vision de l'homme où personne ne serait capable en Europe d'investir par lui-même. Voilà, donc ceux qui considèrent comme un truc qui bougera plus, indépassable, que les Français sont des abrutis financiers et qu'ils n'y arriveront jamais, moi je suis pas d'accord, et il me semble que ta génération non plus. Donc voilà. D'accord. Et justement, tu en as parlé, alors c'est quoi ta carrière que tu as pu faire pour en arriver là? C'est quoi ton parcours qui t'a amené à devenir aujourd'hui le visage finalement français de Trade Republic? En fait, moi j'ai eu un faux départ dans ma carrière, parce qu'au début je voulais être diplomate, donc j'ai essayé pendant un an en stage, j'ai fait des études pour ça, et j'ai adoré le voyage, j'ai adoré le challenge, j'ai adoré la coopération aussi, et la dimension interculturelle, que je retrouve beaucoup aujourd'hui chez Trade Republic, parce que j'ai 17 marchés européens, donc c'est passionnant de comprendre le rapport à l'argent des Espagnols, des Italiens, des Français, des Néerlandais, c'est très différent. Donc j'ai eu ça en début de carrière, parce que moi ma passion personnelle, c'est plutôt la géopolitique, l'histoire, la philo. Voilà, c'est les études que j'ai faites d'ailleurs. Et sur ces marchés différents, d'ailleurs, il y a vraiment des grosses différents, des gros patterns différents. Énorme. Ah ouais? Énorme. Il y a quoi comme pays qui est très différent? Enfin, tu verrais quelle différence Je peux t'en citer plein. Les ETF quasiment n'existent pas en Espagne. Quasiment pas, parce qu'en Espagne, il y a un avantage fiscal très fort pour les fonds. Pas les ETF, les fonds mutuels. D'accord. Actifs. Donc Et alors, ce qu'ils ont fait, du coup, c'est qu'ils ont fait des fonds mutuels passifs. Ils ont fait des fonds indiciels. Et donc, c'est pas des ETF, donc c'est hyper casse-pied. T'imagines pour nous en termes d'infrastructure, parce que du coup, on doit avoir une gamme de produits complètement différente en Espagne. Un cauchemar. C'est pour ça que l'Europe essaye désespérément de faire l'union des marchés de capitaux. Un autre exemple, aux Pays-Bas,
il n'y a pas de crise des retraites. Parce que le système des retraites néerlandais, fonctionne très bien. Bah c'est pas qu'il fonctionne bien, c'est que c'est en gros, c'est l'équivalent d'un compte Trade Republic en DCA pour tout le pays. C'est capitalisé, enfin tout le pays. Ah ouais. En fait, le système de retraite néerlandais, c'est un énorme compte d'investissement pour tout le pays. Le gouvernement gère ça, bien sûr, ça. Bien sûr, ouais. Ils investissent sur les marchés financiers. Bien sûr. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand t'as le temps, quand c'est pour du long terme, ça pose pas de problème tellement. D'accord. Donc, il y a les Pays-Bas, l'Italie. Il y a une culture en Italie d'investissement dans des obligations hyper fort. C'est un des produits les plus achetés par les particuliers, les obligations. Très peu de gens le savent. Voilà, des exemples comme ça, je peux t'en citer énormément. Et puis chaque pays a son compte d'épargne spécifique. Tous les pays d'Europe envient à la France le PEA, ça c'est clair. Ouais. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi le PEA n'est pas un truc européen qui existe dans toute l'Europe. Donc on y travaille aussi avec les pouvoirs publics. Mais après, la fiscalité peut-être des autres pays sur les actions, les ETF, c'est peut-être plus avantageux qu'en France, non? Ça dépend. Il y en a où il y en a pas de fiscalité. Ouais, en Belgique, je crois que c'est. Sur les plus-values, il n'y a pas de fiscalité, mais tu payes tes taxes sur les transactions que tu fais. Donc c'est différent. C'est très différent. Et nous, l'énorme challenge qu'on a, c'est qu'on a un produit, mais 17 marchés très différents les uns des autres. Ouais. Et la force des fondateurs de Trade Republic et aujourd'hui des équipes du directeur produit, Marcel, voilà, des personnes qui continuent d'inventer Trade Republic au quotidien, et ben c'est de trouver beaucoup dans la Gen Z, dans la génération Z, le dénominateur commun européen. Okay. Et comme en fait, quand tu étudies un peu le sujet, pour le grand public, tu atterris toujours aux mêmes conclusions, c'est-à-dire il faut diversifier, il faut investir à long terme, il faut le faire sur les actions. Ça revient en fait, sur les ETF, les indices. Tu as beaucoup de créateurs de contenu qui ne se connaissent pas du tout et qui sont en train de faire la même chose en Pologne, en Italie, en Espagne. Et tu regardes Reddit, tu as des forums pan-européens qui commencent à émerger. Tu as le mouvement FIRE aussi d'indépendance financière qui est en train de se développer. Donc tout ça est probablement pour la toute première fois de l'histoire européenne en train de créer une culture commune de l'investissement. Long terme, diversifié chez les jeunes, voilà. Et on est pour l'instant, je touche du bois évidemment pour que ça continue, la plateforme qui permet ça. Et donc on a une très large majorité de nos clients qui ont moins de 35 ans aujourd'hui. Super. C'est passionnant. Et en France, du coup, tu disais, alors les petites spécificités des pays, est-ce qu'il y a des petites particularités que nous, on a en France et qu'on n'a pas ailleurs? Est-ce que par exemple, on est très action ou très ETF? Est-ce que tu as remarqué des choses qui choquent par rapport aux autres pays? Alors, la première chose qui choque l'Europe entière, c'est le livret A. Ça n'existe qu'en France. C'est un taux qui est très élevé. Les autres pays n'ont pas de livret réglementé, garanti. Il n'y a aucun autre pays où c'est l'État qui paye des intérêts. Enfin, c'est une vision très administrée de l'économie, pour être poli. Donc, non, c'est le seul pays où ça existe, à ma connaissance en tout cas. En tout cas, où c'est le produit d'épargne numéro 1, c'est le seul. Donc, le livret A, c'est une première énorme spécificité qui pose un problème colossal. Parce que les gens veulent garder sur leur compte. En fait, le problème, c'est que les classes moyennes et les classes populaires, évidemment, qui ont une plus petite capacité d'épargne, le monde entier leur dit en France, livret A. Comme si il y a une forme de racisme social, de dire t'es pauvre, donc reste pauvre, livret A pour toi. Donc le livret A, l'énorme problème qu'il pose, c'est que pour les petits portefeuilles, les jeunes, les gens moins riches, bah, tout le monde te dit c'est hyper ancré. Livret c'est vraiment A. Dans la culture française, ouais. pour le coup, c'est vrai. Donc le livret A, avec son rendement net d'impôt et élevé, est un problème culturel. Parce qu'il empêche les gens de se former. L'autre énorme spécificité de la France, c'est le fonds en euros des contrats d'assurance vie, qui est un peu équivalent, qu'on pourrait comparer, on va dire, au livret A dans les grandes largeurs, et qui, pareil, a fait croire aux gens que la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'était d'avoir une fiscalité plus faible sur l'assurance vie en choisissant que de l'assurance vie, sans savoir que 2% de frais annuels, c'est en fait 100% de frais au bout de 21 ans, et que c'est une catastrophe absolue pour ton return, ton rendement à long terme, en fait. Puis c'est surtout que la performance des fonds euros, elle est pas du tout aussi élevée que sur des ETF indiciels, ça, c'est sûr. Très long terme, etc. Donc, les deux spécificités françaises, c'est ça. C'est le livret A et l'assurance vie.
Ça a beaucoup empêché le développement d'une culture de l'épargne et de l'investissement efficace en France. Et ça a ancré dans les esprits, côté assurance vie, que payer des frais élevés sur son épargne, c'était normal. Mm. Donc aujourd'hui, il y a 76% des Français qui ne comprennent pas les frais qu'ils payent sur leur épargne parce que pour beaucoup, ils sont exprimés en pourcentage et que les gens ne sont pas au courant de la manière de faire facilement des frais ou des intérêts composés. Et donc, un de nos rôles à nous, c'est aussi d'apporter un éclairage là-dessus. D'accord. Pour en revenir du coup sur ton parcours, tu disais que tu avais travaillé dans les salles de marché. Est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consistait ce métier et du coup, pourquoi est-ce que tu as switché sur Trade Republic comment tu as eu cette opportunité qui est venue en fait dans ta carrière? En fait, moi, j'ai donc commencé, donc après mon passage en diplomatie, j'ai décidé d'aller dans le secteur financier. On était en 2006 à l'époque et c'était un des secteurs les plus porteurs, on va dire. Et puis par ailleurs, moi j'avais eu quand j'étais plus jeune des soucis familiaux liés à l'argent. Mmh. Et je me disais, à tort d'ailleurs, que être banquier, d'une manière ou d'une autre, c'était probablement la meilleure manière de plus avoir de problème avec l'argent. C'est l'histoire de l'hypocondriaque qui devient médecin, tu vois. Mmh. C'est voilà. Et donc j'ai cherché comment on faisait pour faire de la finance. Et il fallait faire une école de commerce. Donc j'ai fait une école de commerce, un stage dans le secteur financier. Et j'ai commencé à travailler, moi, en 2008, en salle des marchés, où je m'occupais d'une activité digitale déjà, qui était l'activité des produits de bourse. Donc c'est ce qu'on appelle les varants, les turbos, les certificats, et à l'époque les ETF, Mmh. c'est-à-dire des produits dérivés, mais cotés en bourse, et donc disponibles pour les particuliers directement via leur broker. Et j'ai fait ça jusqu'en 2015, où je suis parti dans une banque en ligne hollandaise qui s'appelait Bink et qui a depuis été rachetée par un autre acteur. Et à l'époque, j'ai fait ça parce que je voulais me mettre en situation un jour de pouvoir faire de la finance digitale, de la banque en ligne, etc. Parce qu'il me semblait, au début des années 2010, que l'avenir était très probablement Dans ces du secteurs-là, côté du digital. J'étais conscient aussi que la digitalisation du secteur financier prendrait plus de temps que la digitalisation, par exemple, du secteur des loisirs ou du voyage ou du transport, parce que c'est un secteur qui est très régulé, parce que c'est un secteur aussi où les infrastructures sont très lourdes et où il n'est pas simple de disrupter. Mmh. Donc, j'ai fait un premier pas vers ça en 2016, une banque en ligne spécialisée sur le courtage. J'ai découvert le management aussi, puisque j'étais directeur France, donc j'avais 50 personnes, une succursale bancaire aussi, donc j'étais responsable personnellement devant le régulateur. OK. C'est ce qu'on appelle une responsabilité pénale, donc c'est des grosses responsabilités. D'accord. Ah oui, donc là, tu travaillais déjà avec les régulateurs, tu avais déjà ce rôle un peu Ah de oui, moi j'ai. relation Ouais, avec, bah dès, entre l'entreprise et depuis 2016, d'une manière ou d'une autre, je suis responsable ouais, devant le régulateur. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et après avoir fait ça, donc quand on a été racheté, moi je suis parti au bout d'un moment, comme c'est souvent le cas quand tu te fais racheter, quand ta boîte se fait racheter, souvent Mmh. les dirigeants font l'intégration et puis ensuite ils vont faire autre chose. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'avais monté ma boîte de conseil parce que j'avais une passion autre, moi qui était une passion pour la politique. Donc je faisais beaucoup de politique du côté des clubs de réflexion, de la publication de notes, etc. D'accord. Donc tu as été entrepreneur aussi, tu avais lancé ta propre Ouais, boîte, j'avais lancé c'était d'accord. pas vraiment de l'entrepreneuriat, c'était plutôt du soloprenariat. Enfin, Ça voilà. ça reste, l'ancienne activité, Mais il se trouve que mon troisième client en tant que consultant, ça a été Trade Republic en fait. Et Trade Republic m'a appelé moi en décembre 2020. Ils avaient 2 ans d'existence, un énorme succès en Allemagne, et ils voulaient partir en France. Donc ils m'ont appelé à ce moment-là. Donc au début, j'ai été consultant pour Trade Republic d'accord. pendant 3 mois. Et quand j'ai compris la qualité de l'équipe dirigeante, l'ambition qui était portée et la mission aussi Mmh. de l'entreprise, j'ai tout arrêté et je me suis engagé à 1000% dedans. Et ça a démarré pour moi en mars 2021. Et Et depuis, depuis, cette fusée, qui décolle, quoi. en mai 2021, on lève 900 millions de dollars. C'est en novembre, on lance l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas.
Après, on relève 250 millions en mai 2022. En octobre 2022, on lance 12 pays supplémentaires pour être présent dans 17 marchés. Plus après, les fonctionnalités qui s'ajoutent au fur et à mesure. Énorme. Donc, Les obligations. On a rajouté le 4% d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. On a obtenu une licence bancaire allemande de plein exercice en décembre 2023. Et en janvier 2024, on a lancé notre carte Visa Miroir, qui a été, je crois, très précommandé. Probablement le lancement le plus réussi d'une carte en Europe, puisqu'il y a eu plus d'1 million de personnes qui l'ont demandé. Et voilà, depuis, on prépare la suite. Et pour la France, la prochaine étape, c'est évidemment le PEA. D'accord. Tu as parlé des 4% d'intérêt. Ça, c'est un point hyper intéressant, je trouve. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où viennent ces 4%? Est-ce que ça coûte à Trade Republic? Et est-ce que ça va être pérenne sur le long terme? Comment ça peut évoluer? Qu'est-ce qui fait que ça va évoluer? Et comment vous allez réagir à ça? Alors, déjà, d'où vient ces 4% bien sûr. d'intérêt? On essaye de faire ce que toutes les banques devraient faire. Et on essaye de se comporter de la manière la plus juste possible avec nos clients. Donc, la vérité, c'est que le système économique, occidental en tout cas, fonctionne parce qu'il y a des banques centrales qui régulent l'économie. Et donc, leur rôle principal est de limiter l'inflation. Dans certains pays, elles doivent aussi soutenir la croissance et l'emploi. En Europe, il y a un vaste débat sur le mandat de la Banque Centrale Européenne qui est uniquement concentré sur l'inflation. La Banque Centrale fixe ce qu'on appelle les taux directeurs. C'est la Banque Centrale qui dit combien coûte l'argent. Combien ça coûte d'emprunter ou de prêter de l'argent. Et c'est grâce à ça qu'on sait combien doivent coûter les crédits immobiliers, par exemple. Et comme en 2022, il y a eu beaucoup d'inflation, pour plein de raisons, la Banque Centrale Européenne a décidé d'augmenter le prix de l'argent pour que ce soit plus difficile pour les agents économiques, les entreprises ou les ménages d'emprunter de l'argent. Parce que quand on emprunte de l'argent, on génère souvent de l'activité, de l'économie, de la croissance. Et c'est cette surchauffe, comme on dit, de l'économie qui engendre de l'inflation. Donc le rôle de la Banque centrale est parfois de calmer l'économie, quitte à ce qu'il y ait un peu plus de chômage, un peu moins de croissance, pour qu'il y ait moins d'inflation. Et donc, ils ont fait ça. Et aujourd'hui, le taux fixé par la Banque centrale, c'est 4%. Et les banques, quand elles vous font un crédit immobilier, elles tiennent compte du fait que la Banque centrale va demander 4% si on veut lui emprunter de l'argent et que donc le crédit immobilier doit être élevé. Donc un peu plus que ces 4% pour que la banque fasse une marge dessus. Exactement. Sauf que la Banque centrale européenne, quand elle fixe le prix de 4% pour l'argent, c'est pas que les crédits. C'est aussi si toi, agent économique, tu lui prêtes de l'argent à la Banque centrale. Puisque elle prête. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'argent qui dort en France sur les comptes courants, les livrets, à plein d'endroits, il y a de l'argent qui dort. Du dépôt. Plus de 500 milliards d'euros en France. En fait, les banques, votre argent, elles le déposent tous les soirs à la Banque centrale européenne. Et donc, les banques commerciales reçoivent 4% de la Banque centrale européenne sur votre argent. Et elles ne vous le donnent pas, ces intérêts-là. Elles les gardent pour elles. C'est pour ça que cette année, les banques européennes ont toutes publié, enfin beaucoup d'entre elles, des résultats records. Et vous regarderez dans leur compte de résultats, ça s'appelle la marge d'intérêt. La marge d'intérêt, ça veut juste dire on dépose l'argent des clients à la Banque centrale nous rémunère pour ça, et nous, on garde la marge, on garde les intérêts. Et donc, Trade Republic a dit, c'est pas notre argent, c'est l'argent des gens. On a des banques partenaires qui le déposent tous les soirs à la Banque centrale européenne, qui reçoivent 4% et qu'on donne aux clients. D'accord. Donc, on ne fait que donner aux clients l'argent que nous-mêmes, on a reçu via nos banques partenaires de la Banque centrale européenne. Donc, en fait, 4%, c'est pas Trade Republic qui l'a fixé, ce taux.
Donc vous ne gagnez rien sur ces 4%. Enfin, ça ne vous coûte rien, pardon, de donner 4%. Alors, ça nous coûte parce que il faut l'opérationnaliser. Oui. Donc, on a des équipes, on a énormément de clients, il faut développer des systèmes. Donc, ça nous a coûté de l'argent de faire ça. Mhm. Mais on pense que c'est ce qui est juste à faire. Par ailleurs, on donne 4% de la Banque Centrale Européenne jusqu'à 50 000 euros parce que notre mission n'est pas de permettre aux catégories les plus aisées, les 1% les plus aisés de la population, Mhm. de gagner encore plus d'intérêt. Donc, si les gens ont plus que 50 000 euros sur le compte Trade Republic, nous, on va toucher les intérêts sur au-dessus de 50 000 euros. Après, Pour 50 000 l'instant. euros d'épargne déjà déposée, non investie, ça Ah ouais. reste quand même beaucoup de liquidité. Énorme. Et comme on dit, c'est qu'en gros, c'est que c'est pas investi. Donc en fait, c'est vraiment de l'épargne qui dort sur un compte courant. Donc si déjà vous avez rempli votre livret A qui est déjà blindé, ça fait déjà autour de 20 000 euros, qui est déjà bien rémunéré, le livret LEP, si vous pouvez l'avoir, le livret jeune, etc., plus les 50 000 euros, ça fait déjà beaucoup de C'est liquidités énorme. qui sont rémunérées. C'est l'immense Et majorité des gens Au moins, je pense, de n'en 50 sont 000 pas là. euros. L'autre intérêt pour nous de proposer les 4% de la Banque Centrale Européenne à nos clients, c'est que, comme tu le sais, on défend énormément l'investissement programmé. Mhm. C'est-à-dire le fait d'investir des petites sommes tous les mois pour lisser le risque que tu prends en investissant. Quand tu fais ça, entre les versements, tu as des espèces qui dorment sur le compte, puisque tu les investis pas tout de suite. Ouais, ils sont déposés, ils attendent les 29 prochains jours pour être investis. Exactement. Ensuite. Et donc, chez nous, entre les versements, au moins, tes espèces travaillent au taux Banque Centrale. Parce que tous les jours, en fait, les intérêts sont calculés journaliers et ils sont versés tous les mois. On verse une fois par mois par facilité d'organisation, mais on calcule tous les soirs. D'accord. On est les seuls à faire ça. Et aujourd'hui, du coup, si la Banque Centrale décide que le taux passe de 4 à 5, est-ce que vous allez aussi transférer ce taux, l'appliquer? Et même question, si ça baisse, si ça passe de 4 à 3, vous allez aussi l'appliquer sur le client. En gros, aujourd'hui, est-ce que Trade Republic va prévoir de suivre ce taux, le taux de la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne? En fait, ça dépend d'énormément de facteurs. Déjà, nous, d'un point de vue opérationnel, changer le taux qu'on propose à nos clients, c'est un boulot énorme. Donc, c'est pas un changement qu'on peut faire parce qu'il faut tout changer. Il faut changer les calculs, enfin, les outils internes qui calculent tout ça. Il faut changer tous les visuels. Il faut changer tous les front-ends. Enfin, c'est un boulot énorme. D'accord. Donc, en fait, donc, d'un point de vue opérationnel, si jamais la Banque Centrale Européenne modifiait son taux, tous les mois, rien que d'un point de vue opérationnel, ce serait très pénible pour nous à gérer. Jusqu'à présent, on a suivi le taux de la Banque Centrale. On ne l'a pas toujours suivi exactement en même temps. Donc vous avez une sorte en fait de zone de tampon pour éviter toute la partie marketing, etc., opérationnelle, à mettre à jour. Ça dépend de ce que va faire la Banque Centrale. Si c'est drastique, si ça passe de 4 à 1%, là, le coût serait très élevé. On est obligé de le faire tout de suite. Ouais. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire, parce que je ne sais pas ce que va faire la Banque Centrale. D'accord. Ce que je sais, c'est que, et on l'a démontré, je crois, depuis 3 ans qu'on est présent en France, à ma connaissance, on a toujours essayé de faire ce qui était juste pour notre offre, pour nos clients. Et vous avez tenu parole, parce que depuis le début, les frais, ça a toujours été 1 euro par ordre. Ça n'a jamais bougé. Les plans d'épargne ont toujours été gratuits à l'achat. Et depuis 1 an et demi, on paye le taux BCE. Donc, l'entreprise va très bien. On grossit énormément. Et on est une entreprise profitable. Donc, c'est pour ça qu'on peut aussi faire ça. Ok. D'ailleurs, dans cette lignée-là, une des features qui est proposée par la carte bancaire, c'est la feature de round-up pour arrondir la dépense et du coup automatiquement investir dans ses plans d'investissement. Donc là, ça c'est une super feature pour épargner de manière automatique. Et c'est même pas juste épargner, c'est investir de manière automatique avec des arrondis. Mais il y a une autre feature qui est le fait de quand on va dépenser de save back, donc quand on va dépenser de l'argent jusqu'à 1 500 euros par mois, on va avoir 1% de save back sur ce qu'on dépense. Ouais. C'est 1%, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent des caisses de Trade Republic ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui va être maintenu sur le long terme? C'est une question qu'on m'avait pas mal demandé parce que forcément, il faut bien savoir d'où vient l'argent et est-ce que c'est tenable sur le long terme? Alors, c'est... Trade Republic a un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Et c'est lié aussi parfois au fait que la recette reste
cachée. Discrète. Non pas qu'on ait quoi que ce soit à cacher, puisque les termes et conditions, les conditions générales sont là, et les factures d'exécution sont là, et publiques, et donc chacun peut voir ce qu'on gagne, où on le gagne. Est-ce que ça nous coûte? C'est nous, en tant parfaitement on sait nos frais qu'on paye. Transparent, voilà, on peut pas faire plus transparent que ça, je crois. Donc, le 1% de SafeBack a vocation à durer. Trade Republic s'est toujours comporté comme ça, d'ailleurs. Puisque quand on crée quelque chose, on le crée de telle sorte à ce qu'il soit durable. Donc on n'est pas en train si la question c'est de savoir si on est en train de brûler notre levée de fonds pour financer le 1% de SafeBack, et une fois qu'on aura acquis suffisamment de clients, on arrêtera, la réponse est non. D'accord. Trade Republic n'a jamais travaillé comme ça depuis son premier jour, n'a jamais changé ses conditions principales de fonctionnement, et donc je n'ai aucune raison de penser que le 1% de SafeBack a vocation à bouger à un moment donné. Et quant à savoir comment on le finance, ça nous regarde. D'accord. C'est Trade Republic qui finance. Au final, c'est Trade Republic qui finance ça. C'est, je veux dire, c'est un ensemble de choses. Une multiplicité de facteurs, comme le fait que si on peut proposer les plans d'épargne en ETF sans frais, c'est une multiplicité de facteurs. C'est parce qu'on a les bons process en interne pour être très agile, très léger, et pas avoir besoin de 15 000 employés au back-office pour faire tourner la boutique. De la techno. On a une techno qui est incroyable. On a des partenaires qui sont incroyables aussi, que ce soit notre dépositaire ou notre bourse partenaire. Et on a des clients qui nous soutiennent quelque part. Puisque, en fait, Trade Republic ne pouvait fonctionner que si on devenait énorme. Et on l'est devenu très vite. Parce qu'il y a une communauté qui nous soutient. Qui utilise le produit, et etc. Qui s'en sert tous les jours, quoi. D'accord. Donc, le 1% de SafeBack a vocation à rester, comme les caractéristiques principales de notre offre. Et notre fondateur a d'ailleurs eu l'occasion de le dire. De le prouver, même. Et de le prouver déjà depuis 5 ans, mais de le dire aussi dans la presse régulièrement. Ok. Je vais rentrer maintenant dans les questions un peu plus spicy, un peu plus compliquées, on va dire. Petite mise en bouche, qu'est-ce qui se passe si par exemple Trade Republic disparaît? C'est peu probable, mais ça peut arriver. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe de l'argent qu'on dépose, donc à la fois les liquidités, mais aussi les titres qu'on possède dans notre portefeuille, les obligations, etc., les crypto-monnaies? Qu'est-ce qui se passe si ça fond les plombs? Il se passe exactement la même chose que dans n'importe quelle grosse banque européenne, c'est-à-dire un processus administratif pénible, mais pas de perte. Les actifs des clients de Trade Republic. Donc, je le répète, nous sommes une banque allemande de plein exercice. C'est-à-dire qu'on a les mêmes autorisations réglementaires que les plus grosses banques françaises. Donc, et on est supervisé en cela par la BaFin, par la Bundesbank, par les autorités allemandes. Et quand on a la croissance qu'on a eue en Allemagne, avec plusieurs millions de clients du jour au lendemain, quasiment, tu peux facilement imaginer que les autorités sont derrière très vigilantes. Très vigilantes. Très vigilantes. Et c'est normal. Et donc, quand tu as ce niveau de pression, tu t'organises pour faire en sorte que les choses soient bien faites. Parce qu'en fait, sinon, tu te fais stopper. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que s'il y a pu y avoir des scandales énormes dans l'environnement crypto pendant un moment, type FTX, c'est parce que c'est pas régulé. Donc les mecs pouvaient faire, et les filles d'ailleurs, pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, y compris avec l'argent des gens. Nous, c'est pas notre cas. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas prendre l'argent de nos clients ou les titres de nos clients et s'en servir. Vous avez des contrôles, des audits, des quantités de tous les côtés. Et notre bourse partenaire nous laisserait pas faire. Et HTNG, le plus gros dépositaire titre d'Allemagne, nous laisserait pas faire non plus. Et la BaFin nous laisserait pas faire. Et la Bundesbank nous laisserait pas faire. Et moi, je laisserais pas faire. Et donc, Trade Republic est structuré comme n'importe quelle autre banque. Tes actifs, ils sont à toi. Ils sont dans une banque dépositaire. Ils sont protégés de ségréguer totalement de nos actifs à nous en cas de faillite. Donc, ça veut dire qu'en cas de faillite, vous ne pouvez pas récupérer les titres, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Faire, bien sûr on reste propriétaire. Évidemment. En fait, il faut qu'on recontacte la banque dépositaire. Après, dans le cas de... Déjà, il faudrait déjà que les gouvernements laissent Trade Republic faire faillite, ce qui n'est jamais arrivé en Europe, que des gros acteurs comme ça soient laissés tomber, entre guillemets, totalement. C'est pas arrivé. Il y a eu Dexia, mais c'était il y a 15 ans, quoi.
Donc, c'est un processus administratif hyper pénible, on va pas se mentir. Mais pour ça, faudrait-il qu'on fasse faillite? D'accord. Donc voilà, il y a la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 € sur ton argent. Il y a la garantie des titres aussi à laquelle on a souscrit jusqu'à 20 000 €. En plus, tes titres, ils sont ségrégés. Donc, concrètement, c'est le même niveau de sécurité que dans n'importe quelle autre banque. Traditionnelle. Et je rappelle que Trade Republic a levé 1,2 milliard de capital, est une entreprise profitable. Alors justement, tu parles de profitabilité. Voilà. Comment vous avez atteint cette profitabilité? C'est quoi vos sources de revenus, en fait, principales? Alors, avant toute chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une structure de coûts incomparablement plus faible que les acteurs traditionnels et que certains de nos concurrents, pour une raison simple. Depuis le premier jour, on a tout développé en interne. L'intégralité de la technologie et des processus Trade Republic sont internes. Propriétaires, donc aucun autre concurrent peut avoir la même technologie. Exactement. En tout cas, ils doivent la développer eux-mêmes. Exactement. Et en faisant ça, avec peu de gens au début, puisqu'on est toujours une start-up, mais aujourd'hui, il y a 550 personnes, donc c'est déjà une belle start-up. Mais au début, tu es obligé de créer des processus qui vont répondre aux besoins des clients, répondre aux besoins réglementaires, de sécurité, mais être automatisés. Et Trade Republic, le facteur clé de succès numéro 1 du point de vue financier pour l'entreprise elle-même, c'est d'avoir une base de coûts et une base opérationnelle extrêmement automatisée et une technologie extrêmement moderne. Ce qui nous permet, avec un frais de 1 € fixe par ordre, d'être profitable. C'est-à-dire que pour nous, exécuter l'ordre d'un client nous coûte moins cher que 1 €. Donc, c'est ce qu'on appelle ça, c'est pas la profitabilité de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la profitabilité opérationnelle. Et ça, on l'a atteint. Il faudrait rajouter le coût des salaires, le coût des bureaux, etc. Mais la profitabilité opérationnelle, c'est le fait qu'un ordre d'un client nous rapporte de l'argent. On l'a atteint depuis le début. Puisqu'on a, en fait, moi, j'ai travaillé dans d'autres banques avant, dans d'autres brokers, et je connais les coûts internes d'autres banques et d'autres brokers. Je te garantis qu'on est les seuls. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. C'est que moi, j'ai eu des régulateurs en Europe qui m'ont dit récemment, avec 1 € de frais de courtage, c'est impossible que vous soyez profitable. Bah si. Si, regardez nos comptes de résultats. Et donc, on a cette énorme spécificité-là qui est qu'on a une structure intégralement propriétaire, automatisée et extrêmement... On est une vraie boîte de tech. L'immense majorité des employés de Trade Republic sont des développeurs informatiques. D'accord. Si je devais ça, c'est pour la partie base de coûts. Du côté des revenus, c'est facile. On l'a toujours dit, et puis les gens peuvent le vérifier. Parce que quand tu es client de Trade Republic, à chaque fois que tu fais une action, tu as un rapport dans lequel tu vois tout ce qu'on gagne sur les 5 prochaines années en fonction de ça. Donc, la première chose, c'est 1 €. Il y a 1 € de frais de courtage. C'est un frais de courtage payé par les clients. Pour chaque transaction, quel que soit l'actif, quel que soit le montant, c'est 1 €. Ensuite, on a des partenariats avec les fabricants d'ETF qui nous rémunèrent pour ça. Et vous pouvez voir combien on gagne de la part des fabricants d'ETF. C'est ce qu'on appelle en anglais des inducements, c'est-à-dire une rétrocommission. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fabricant d'ETF, contrairement à un fabricant de fonds, il a 0,2% en moyenne de frais de gestion annuels dedans. Et ben, il nous en donne un petit bout. C'est des tout petits pourcentages. Ça ne peut fonctionner que si tu es très gros. Mais comme on a la chance d'avoir grossi très vite, ben c'est des montants qui deviennent très significatifs. Ça ne rajoute aucun coût au client, puisque c'est juste... inclus dans les frais de gestion. C'est déjà inclus dans les frais de gestion de l'ETF. Et nous, ça nous permet d'avoir une collaboration saine avec les fabricants d'ETF. Vous leur apportez du volume, des frais gestion, et ça coûte rien aux clients. Exactement. Et donc, ils partagent en fait avec nous, tout simplement. Il y a eu un débat en Europe au niveau réglementaire pour dire est-ce que les rétrocommissions entre les fabricants de produits et les distributeurs sont une bonne idée? Parce que, alors je te rassure, c'est évidemment pas parce qu'il y a certains gens comme nous qui partageons 0,2% de frais, mais tu as été formé au sujet financier, je crois, Axel, et tu sais donc
que la vérité, c'est qu'il y a toute l'industrie financière qui tourne sur les rétrocommissions, sur les fonds gérés activement. Et là, c'est pas 0,2% de frais, c'est 2% de frais. Et c'est énorme, en fait. Parce que Des courtiers récupèrent 2% de frais s'ils fournissent un fonds actif, par exemple. Peut-être pas 2% en entier, mais pas loin. Pas loin. Donc, je te laisse imaginer, si tu as le choix entre recevoir 1,5% ou recevoir 0,15%, quand tu es distributeur, qu'est-ce que tu fais ? Et donc, il y a un sujet de montant maximum des rétrocommissions sur les produits financiers en Europe. Et la Commission européenne a les pires difficultés à faire avancer ce sujet parce que le lobby bancaire, le lobby assurantiel et le lobby de la gestion active sont très puissants en Europe et continuent de déployer ces produits-là. Donc, nous, ça nous fait un revenu important qui ne prend rien aux clients et qui est un partage de revenus avec les fabricants d'ETF. D'accord. On a une troisième source de revenus qui est en train de disparaître en Europe à la faveur d'une interdiction, qui est un débat extrêmement complexe à expliquer et très frustrant pour nous parce qu'on pense qu'on était du côté des particuliers et qu'on n'a pas été entendu, qui est notre collaboration avec la Bourse de Hambourg, qui est la bourse par laquelle l'ensemble des ordres de nos clients passent. Nous, on pense, et on l'a démontré par des études statistiques scientifiques, par des chercheurs qui ont étudié à livre ouvert Trade Republic. Nous, on pense que ces collaborations sont bonnes pour les particuliers, mais certains en Europe ont considéré qu'il était plus important de préserver les marchés traditionnels qui sont aussi importants dans l'économie européenne parce que c'est là que les entreprises viennent se coter. Donc, c'est important de les préserver. Mais est-ce qu'il fallait le faire au détriment de la concurrence et des particuliers européens pour qu'ils aient des frais moins chers ? Je ne sais pas. Donc, c'est ce qu'on a appelé le Payment for Order Flow. Et c'était une source de revenus pour nous. Ça ne l'est plus puisque ce n'est plus autorisé pour l'instant en Europe, sauf en Allemagne où c'est autorisé jusqu'en juin 2026. Donc, on continue de recevoir du Payment for Order Flow en Allemagne jusqu'en juin 2026, mais nous n'en recevons plus dans d'autres pays européens. Donc, en France, par exemple, vous ne touchez plus rien qui concerne le Payment for Order Flow pour les clients. En France, ça. C'est ça. Ça fait quelques jours, là, parce que c'est en production depuis quelques jours. D'accord. Et ça, donc ça, c'était votre troisième source de revenus. Oui. Ça n'a pas d'impact sur votre profitabilité, en tout cas un impact mineur. Est-ce que votre entreprise, du coup, reste effectivement rentable Oui. Toujours Bah oui, parce que y a davantage de produits aussi. Il y a beaucoup plus de clients qu'avant. Donc, il y a aussi un actif sous gestion qui est plus important. Beaucoup plus important. Donc c'est en train de se développer très fort. D'accord. Et il est évident que, étant des businessmen responsables, on a l'ambition, pour pouvoir accomplir notre mission, qui est de démocratiser la richesse aux Européens, d'avoir une entreprise elle-même solide. Parce que si tu n'as pas une entreprise solide, tu ne peux pas continuer d'investir dans ta tech, tu ne peux pas continuer de démocratiser, tu ne peux pas filer 1% de safeback, tu ne peux pas donner les 4% de la Banque Centrale Européenne. Tu peux imaginer que commercialement, en France, proposer les 4% bruts de la Banque Centrale Européenne, l'immense majorité des gens s'en foutent, puisqu'il y a le livret A. Et dans toute l'Europe, il n'y a pas le livret A. Donc un compte rémunéré à 4% brut, c'est énorme pour l'immense majorité des gens. Donc ça fait un outil d'acquisition client aussi énorme. Donc c'est vertueux pour nous. Parce qu'on fait quelque chose de bien pour les gens, mais en même temps, ça nous aide à grossir. Et donc, il y a énormément d'acteurs qui auraient aimé faire ça. Tu peux imaginer que, en termes de réputation, c'est très positif de faire ça. Claire. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui auraient voulu faire ça. Mais comme ils n'ont pas la tech en interne, comme leur base de coûts est plus élevée, ils n'ont pas pu se le permettre. C'est-à-dire que quand la Banque centrale leur a dit « je vous donne 4% sur l'argent des clients », eux, ils ont dit « sauvé ». Après, si vous êtes les seuls à l'avoir proposé, d'en avoir parlé, mais si vous ne l'avez pas fait, je pense que tous auraient gardé les 4% bien au chaud, comme tu disais, dans les bénéfices nets de la boîte. Je dirais simplement que l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie a rendu principalement service aux clients d'Orange, Bouygues et SFR. Donc, si jamais, à un moment donné, on peut avoir un tel impact qu'on peut changer le comportement des autres banques, eh ben, déjà, on sera très fiers.
Et ensuite, ce sera bien pour les gens. Mhm. Ok, donc si je devais récapituler, donc vous aviez 3 sources de revenus qui étaient un, les frais d'ordre, les commissions, deux, vous avez Les les rétrocessions. rétrocessions des ETF, et trois, vous aviez le payment for order flow qui aujourd'hui n'est plus un sujet puisque du coup ça n'est plus C'est possible ça. en France, plus permis. Et la meilleure preuve qu'on est convaincu Mhm. qu'on a le meilleur setup possible pour les particuliers, c'est qu'on n'est plus payé, on travaille toujours avec la bourse de Hambourg, exactement de la même manière. Mhm. Et justement, alors ça, sur ce frais de 1 euro, ce qui le rend, il me semble, rentable, alors du coup tu me diras si je me trompe sur ce que j'ai pu comprendre de ça, c'est parce que vous travaillez avec une bourse qui est très technologique et qui permet de passer des ordres pour très peu cher, c'est ce qui vous permet d'être rentable, Bien sûr. contrairement à des autres bourses comme Euronext ou d'autres bourses américaines, où là le coût de passage d'ordre, il est plus élevé en tout cas, Ouais. et donc il va coûter nativement plus cher qu'un euro. Donc c'est ce qui fait que, en fait, dès l'instant où un courtier veut proposer le fait de trader sur des places boursières différentes, Euronext, le Nasdaq, New York Stock Exchange, etc. En fait, il est obligé, s'il veut harmoniser ses tarifs, mettre un tarif minimum à quelques euros, quelques dollars au minimum. Ce qui n'est pas le cas avec Trade Republic, C'est ça. c'est qu'avec une bourse qui est très technologique. Et c'est aussi ça qui fait que pourquoi vous ne voulez pas changer ou en tout cas avoir de nouveaux nouvelles places boursières, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous à faire ça, sinon vous allez augmenter vos Et tarifs. pour personne, en fait. Et pour personne, l'épargnant moyen, il veut investir dans des ETF, et c'est accessible via la bourse de Hambourg, et dans des actions aussi également. Donc franchement, ça c'est top, et ça permet aussi de simplifier le produit d'une certaine manière. C'est ça. Et il faut noter aussi que ça pose un problème, c'est que il y a aujourd'hui 400 bourses en Europe. Peu de gens le savent. Il y a une concurrence entre ces bourses pour attirer les flux. Ce qui est normal, c'est Il veut c'est sain. des frais, quoi. C'est normal. Et puis c'est sain d'avoir une concurrence. Mais il n'y a pas en Europe d'outils pour comparer le prix des actions sur ces 400 bourses. Contrairement aux États-Unis, où depuis les années 70 de mémoire, 70 je crois, il y a ce qu'on appelle le NBBO aux États-Unis, le National Best Bid Offer, le meilleur fourchette achat-vente du pays. En temps réel aux États-Unis, sur tous les marchés qui existent, si tu as une action Apple, tu vas pouvoir savoir quel était le meilleur prix à un instant T partout. C'est ce qu'on appelle la Consolidated Tape, c'est-à-dire le registre consolidé, le registre centralisé des prix. Et c'est comme si tu ne pouvais pas comparer le prix des billets d'avion sur Internet. Mm-hmm. Ou si tu ne pouvais pas comparer le prix des baraques. Ou, je veux dire, aujourd'hui, tu essayes d'acheter une paire de Nike. Tu compares. Tu as des sites de comparaison, enfin, tu vois. Et pour les actions, ce n'était pas possible. Donc, il n'y a pas de transparence aujourd'hui en Europe sur où est-ce que je peux payer le moins cher une action. En instantané, on ne peut pas savoir. Non. Si je veux acheter une action Apple, toutes les places boursières, je veux savoir le prix, le meilleur prix. Tu peux pas. Il faudrait que. Mais là, ça vient d'être créé par la loi européenne. Ça a été fait, ça a été acté, ça va se faire. C'est voté, ça va se faire. Là, ils sont en train de faire les appels d'offres pour que les boîtes technologiques se portent candidates pour créer ce produit. D'accord. Donc, c'est validé, ça va être créé. Je note, et s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui s'intéressent aux affaires publiques, qu'on a ajouté un élément de compétition, à savoir, quand tu crées de la transparence sur les prix, les gens ils vont pouvoir vérifier. Mmh. Les gens ils vont pouvoir vérifier si ce que dit Trade Republic est vrai ou si ce que disent des marchés monopolistiques est vrai. Mmh. Donc, ça va créer de la transparence. Donc, de la concurrence. Puisque les gens vont pouvoir dire, j'imagine pas les particuliers comparer en temps réel, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que du coup, tous les soirs, on pourra leur dire, t'as été exécuté chez moi à tel prix, à cet instant-là, le European Best Bid Offer, c'était tant, et regarde, tu l'as eu. Menti. Voilà. Donc, on va pouvoir créer de la transparence. Donc, ça va créer de la compétition. On va arrêter ce concours d'études, à savoir qui fait une étude pour dire que les spreads de Trade Republic sont pourris, qui fait une étude pour dire que les spreads avec PIFOF sont pourris, qui fait une étude pour dire que c'est faux, etc. Donc, on va sortir de ça et on va créer de la transparence, donc de la concurrence. À un moment où on a interdit un élément de concurrence très fort, qui était le Payment for Order Flow. Je note également que dans l'interdiction du Payment for Order Flow pour que les bourses digitales n'aient plus le droit
de rémunérer les acteurs comme nous parce qu'on apporte du flux, il a été maintenu expressément dans le texte que les acteurs monopolistiques traditionnels des bourses avaient le droit de continuer à faire des réductions de frais. Donc, voilà. Je note que rémunérer un acteur, c'est plus possible, mais qu'avoir des prix très élevés et les baisser, ça reste autorisé. D'accord. Donc, t'as parlé... Je note. C'est top. Tu as parlé du spread rapidement. C'est vrai, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce terme. Est-ce que tu pourrais un petit peu l'expliciter? C'est très simple. Un magasin de jeans, il achète des jeans à un fournisseur en gros à un prix et il les revend à un autre prix, plus élevé. Bon, les actifs financiers, c'est pareil. Tu as un prix d'achat et un prix de vente. Et c'est pas le même. Tout simplement parce que les gens sont pas prêts à acheter et à vendre au même prix. Et un trade boursier, c'est quand ces deux prix se rencontrent. Et donc, c'est ce qu'on appelle le spread. Spread, ça veut dire fourchette de cotation, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Voilà, tout simplement. C'est un élément qui est essentiel. C'est un élément qui dépend de plein de choses, qui dépend entre autres aussi de la liquidité, du nombre de gens qui veulent acheter et vendre. Plus un titre est liquide, plus sa fourchette de cotation va avoir tendance à être serrée, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, donc ouais. ça se rapproche. C'est un élément important aussi parce que c'est un élément qui peut varier en fonction de la volatilité des marchés. Et voilà, donc c'est un truc qui est important pour celles et ceux qui... Alors, si tu fais du DCA mensuel sur ETF, ça va pas être ton sujet. Ouais, c'est pour ceux qui vont faire du trading. C'est plutôt pour ceux qui font du trading. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent sur Trade Republic, mais effectivement, quand le Consolidated Tape va arriver, en fait, ce sera plus un sujet. Mais c'est un sujet qui vient souvent sur Trade Republic aussi parce qu'on est disponible de 7h30 à 23h. J'allais y venir. Ouais. Et que le matin et le soir, en dehors des horaires classiques de cotation, les spreads, parce qu'il y a moins de liquidité à ce moment-là, ont tendance à être plus élevés. C'est la raison principale. L'autre raison, c'est que il est très difficile pour les gens de croire qu'on puisse construire une entreprise et proposer un service à ce prix-là quand tous les autres proposent un service beaucoup plus élevé. Évidemment, nos concurrents et acteurs traditionnels se sont empressés de laisser penser un peu partout que c'était parce qu'on avait un gros loup, budget marketing. Et puis un loup quelque part, voilà, quelque chose. Et donc, il y a eu au début surtout, il y a eu un doute qui est sain. C'est bien que les gens doutent. Et c'est pour ça qu'on a fait une étude sur des millions de transactions. Et c'est pour ça qu'on a démontré, je crois, que c'était pas le cas. C'est pour ça aussi qu'on continue de grossir énormément sans jamais avoir eu une plainte au régulateur. Et s'il y avait un problème sur les spreads de Trade Republic, probablement quand même que ça va se savoir. On aurait eu des problèmes, si tu veux. D'accord. Et donc, l'arrivée du registre centralisé des spreads en Europe dans quelques mois, quelques années, le temps que ça soit mis en place, permettra de résoudre définitivement ce problème, puisqu'il y aura un truc qu'on aime bien chez Trade Republic, à savoir de la transparence. D'accord. Maintenant, et c'est un sujet qui est très complexe aussi, tu vois, et qui est pas forcément important si ton objectif, c'est de lutter contre la crise des retraites, tu vois. Les gens, pour investir, n'ont pas besoin de savoir. S'ils vont être exécutés avec 1 centime de différence, 2 centimes de différence. C'est important qu'il y ait les éléments de contrôle, c'est important qu'il y ait de la transparence, mais il ne faut pas que ça devienne une charge mentale supplémentaire à un moment où le plus important, c'est que les gens commencent à investir. On me fait souvent le reproche, et ça vient souvent des mêmes, des acteurs traditionnels, établis, etc., de simplifier. Eh ben, moi, j'en suis fier. Voilà. Oui, on peut expliquer la bourse de manière extrêmement complexe. Oui, il y a énormément de subtilités. Et oui, il y a beaucoup de choses à savoir si on veut faire du trading. Si on veut investir tous les mois en bourse pour sa retraite, la vérité, c'est que c'est accessible. Et que c'est la ceinture blanche. Et que d'abord, on acquiert la ceinture blanche. Et oui, je simplifie dans certaines vidéos pour permettre aux gens d'acquérir la ceinture blanche. Et ensuite, il y en a qui voudront avoir la ceinture verte. Et il y en a peut-être qui voudront la ceinture bleue, et puis un jour, il y en a qui seront ceinture noire. Comme toi, si tu veux, sur certains aspects de ton activité. Ou comme moi, sur certains aspects aussi de mon activité. Mais c'est pas pour tout le monde. Le miroir aux alouettes du trading pour tous, ou des mecs qui te vendent des performances énormes à court terme, etc., c'est un truc qui a tué des générations d'investisseurs ces 20 dernières années. Donc nous, on s'y oppose très fort. Ok, très clair.
Et pour terminer, je voulais savoir, c'est quoi quelles sont les prochaines étapes pour Trade Republic, les grosses annonces. Donc, tu as parlé tout à l'heure du PEA en France qui va arriver normalement en 2024. Et j'ai vu aussi que vous êtes nommé Trade Republic Bank. Donc, vous avez la carte bancaire. Est-ce que tous les services bancaires qui sont liés à une banque traditionnelle vont peut-être pointer le bout de leur nez? Donc, je parle notamment peut-être des prêts conso. Je ne sais pas si c'est un produit qui serait dans les tuyaux de Trade Republic. Est-ce que le crédit conso permet aux gens de faire grossir leur argent? Non. Donc l'idée restera toujours cette mission à la question. Faire grossir l'argent. Mais peut-être éventuellement les prêts immobiliers qui peuvent être un moyen d'emprunter de l'argent, d'investir. C'est un sujet. C'est un bel outil d'investissement, le crédit immobilier. C'est certain. Trade Republic ne dévoile jamais sa roadmap. On dévoile jamais ce qu'on va faire. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas une association. On est en concurrence avec d'autres entreprises. Donc, on veut garder notre avantage compétitif par rapport aux concurrents. C'est normal, je crois. Donc, on est assez discret là-dessus. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Trade Republic est une entreprise qui est restée une start-up très agile. Et donc, parfois, on pense à quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on pense que c'est le bon moment pour le faire. Et en fait, il se passe quelque chose qui fait que c'est moins pertinent de lancer à ce moment-là. Donc, on va peut-être attendre 6 mois en fait, pour le lancer alors que c'est prêt. Peut-être qu'il y a un truc qu'on n'avait pas forcément vu, mais qui devient très important d'un coup parce que le contexte change. Donc, du coup, on doit développer un produit rapidement. Et donc, en fait, on garde cette marge de manœuvre-là en étant discret sur ce qu'on veut faire d'un point de vue précis. Ce qui est certain, c'est que on est en train de construire un operating system, un OS, et qu'on n'a pas du tout terminé. D'accord. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et il y a aussi une troisième dimension très importante à comprendre, c'est que Trade Republic, c'est une banque européenne. C'est probablement l'une des premières, en fait, parce que des acteurs qui se positionnent de la même manière partout en Europe, il n'y en a pas. Une telle échelle, ouais, il n'y en a pas. Donc, on a une dimension où on essaye de développer un produit qui est commun à tout le monde. Néanmoins, on sait de manière certaine qu'il y a certains pays, et pour nous, d'abord les grands pays, évidemment, en population, eh bien, qui nécessitent une localisation du produit. Le PEA, par exemple, en France. Et donc, on a un gros travail à faire dans les 6-12 mois qui viennent pour, dans de nombreux pays, ajouter des fonctionnalités locales. Par exemple, le PEA en France. Par exemple, en Belgique, le fait de prélever automatiquement la TOB, la taxe sur les opérations de bourse. Voilà, il y a plein d'autres exemples comme celui-là sur lesquels on est en train de travailler. Et puis, il y a un autre aspect aussi de Trade Republic, c'est que pour être client de Trade Republic, il faut être une personne physique de plus de 18 ans. Voilà. Donc, quand ta mission, c'est d'aider tous les Européennes et les Européens, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là aussi. D'accord. Tu nous gardes la surprise. Merci beaucoup, Mathias, d'être venu, d'avoir répondu à toutes mes questions avec autant de transparence. Écoutez, si jamais vous avez envie de tester Trade Republic, je vous mettrai un lien en description si vous voulez télécharger l'application et tester. C'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement payant tous les mois. Vous pouvez aussi avoir une carte bancaire et dépenser votre argent avec, commencer à investir, tester les plans programmés, investir en actions, en ETF. Bref, vous avez pas mal de choses à faire. Et si ça vous intéresse, j'ai également fait une vidéo tutoriel complet sur Trade Republic. Vous retrouverez également en description. Merci Mathias pour d'être venu et avoir Merci à toi, Axel. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.